Mère au foyer, c'est une super mission de vie. Si c'est accordé à tout ce que tu fais sens dans ta vie, pourquoi on veut enlever aux femmes ça? Il y a des fois, ça va te servir d'être méchant dans ta vie. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas été méchants. Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu seras heureux? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est... Lui, il se dit, attends, est-ce qu'on peut se réveiller demain vivant? Offre-toi de vivre la vie. Mais pourquoi on est addictif à la souffrance? Oh, bien bonjour et bonsoir. On se retrouve encore ce soir pour notre émission CIBA. Est-ce que tout le monde va bien? Ouais. Et ce soir, une fois n'est pas coutume, on va accueillir une de nos figures, et particulièrement en neurosciences. Elle est coach formatrice en neurosciences et neuro-émotionnelles. C'est cela, oui. Oui, et accompagnatrice de transformation de vie. Laurence Salibur. On peut applaudir encore, s'il vous plaît, nous encourager. J'ai pas l'habitude d'être applaudi pour ça. Mais justement, c'est pour ça, justement, qu'on t'invite. Parce que tu nous apportes des choses. Comment vas-tu, Laurence? Bah écoute, ça va très bien. Je t'ai bien reçue. On va passer, voilà, je suis dans un bel espace avec de belles personnes. Merci à vous. Yes. On va commencer dans le vif du sujet. D'abord, prenons notre temps, comme dit la chanson de Poetic Lover. Laurence, d'où tu viens? D'où je viens? Waouh. Alors, si on reste sur la Terre, j'ai grandi au Rézé. Au Rézé? Los Angeles Forever. Je fais une dédicace à tous mes frères de là-bas. Yeah. C'est un écosystème là-bas d'artistes et ils se reconnaîtront. Je cite entre autres Darky, Dali, Francky, Vincent, tous ces gens-là, ça, là, il y en avait plein. Et j'ai eu la chance de grandir là-bas, mais mon centre même, il est entre Petit-Bourg et le Lamentin. Ça s'appelle Prise d'eau, pour ceux qui connaissent. Et j'ai ma famille maternelle et ma famille paternelle qui vivent là-bas. Donc j'ai vraiment, c'est ma base, quoi. C'est mon centre, c'est mon encre. Voilà. Donc d'où je viens, voilà, sur la terre. Ouais, donc c'est ça. Et oui, une très belle famille, des deux côtés. Et même ma famille du Rézé, hein, franchement, j'ai vraiment grandi dans un îlot de belles choses, de belles personnes et remplies d'amour. Je pense que c'est ça, ce que je dis à chaque fois. J'ai eu cette chance-là. J'ai eu la chance d'arriver dans l'amour et de grandir dans l'amour. Ouais. Effectivement, elle n'est pas que coach et formatrice en neurosciences, elle est plurielle et donc aussi artistique. D'accord? Mais là, on est venu pour savoir un peu plus, parce que les personnes qui ne connaissent pas les neurosciences. Alors, qu'est-ce que les neurosciences, Laurence, s'il te plaît? Alors, j'essaie toujours de ne pas rentrer dans des choses trop, on va dire, trop grande, parce que ça fait après très court. L'idée, c'est que les sciences autour des neurosciences vont essayer de comprendre comment on fonctionne vont essayer de comprendre le fonctionnement de notre cerveau, donc d'un point de vue biologique, pour essayer un peu d'expliquer comment le corps humain fonctionne, nos actions, nos pensées, nos comportements. D'accord. Donc, comment je suis arrivée à là? Non, on y arrive, cette question. D'accord, j'ai fait des questions aussi, vous avez vu. Je suis plurielle. C'est exactement, c'est très bien. Mais justement, dans les neurosciences, qu'est-ce qui t'a le plus épaté dans les découvertes récentes dans les neurosciences? Le plus épaté? Alors, les neurosciences, ce qu'on pose là en ce moment, et ce qui est juste extraordinaire, c'est qu'on a découvert plus les 10 dernières années que les 50 dernières années. Par exemple, on avait l'impression que c'était le cerveau qui guidait tout pendant très longtemps. Et on s'est rendu compte qu'on a un système nerveux puis un nerf vagal qui va beaucoup guider comment on se sent et nos comportements et nos actions, nos pensées, nos croyances. Nerf vagal? Oui, donc on a un nerf qui traverse là. Je suis pas la biologiste absolue, hein, mais du coup, on a un nerf et en fait, il a plusieurs paliers qui va justement guider comment on se sent. D'accord. Quand on est bien, quand on est dans la meilleure constitution possible qui nous est offerte d'avoir, on est là en ventral et on peut faire facilement tout ce qu'on veut faire et on peut, ce qui est le plus naturel chez les êtres humains, on peut faire un lien. Mais sauf que quand il s'active et que il va nous signaler un danger, un état, justement on se sent pas bien, il va nous faire avoir des comportements de survie, de protection, d'évitement, d'éloignement. Et c'est tout ça qui est beau. En fait, ce qui est intéressant, en vrai, si on doit résumer les neurosciences, c'est que on sort du système où on reste juste à comprendre
ce qui se passe. Et aujourd'hui, on a compris qu'on a un corps qui nous permet de dépasser, de transcender ce qui se passe. On n'est pas juste on a vécu quelque chose, ça s'est passé comme ça, le corps l'a traité comme ça, et c'est comme ça. D'accord. On est aujourd'hui il s'est passé quelque chose, on sait l'expliquer d'un point de vue biologique. Et du coup, on sait aussi que le cerveau et le système nerveux peuvent servir le fait de transformer ce qui a été vers quelque chose d'autre. Oh, transformation, changement, complètement. Transcendance. Okay. Voilà. Et par exemple, là où on parlait beaucoup de résilience en psychologie, aujourd'hui on commence à parler d'antifragilité dans la capacité de ne pas juste faire quelque chose à cause d'eux, mais on va faire grâce à. On va transcender vraiment les expériences pour faire mieux. Parce qu'on a un corps qui est au cerveau. Ouais, voilà. Ça veut dire que maintenant... Parce qu'il semblerait qu'avant, les traumatismes, c'était quelque chose de figé, qu'on ne pouvait rien faire avec. C'est pour ça qu'un pan de la psychologie est beaucoup remis en cause, même par les psychologues. C'est ce qui est intéressant. Je ne vais pas rentrer dans des débats ouverts là, et puis chacun a justement son espace, et chacun a aussi son rôle à jouer dans l'accompagnement de la santé de chacun. Mais en tout cas, du point de vue des neurosciences, et moi je parlerai même du neuroémotionnel aujourd'hui, parce que c'est vraiment plus là-dedans que j'évolue, il y a vraiment cette idée de poser que on n'est pas un élément fixe. À un moment donné, on n'a pas une histoire fixe qui nous raconte et qui nous suit toute notre vie. On est évolutif, on est évolution. Oui, c'est ça, en constant. Et on a un corps qui nous sert à ça. Le corps et le cerveau a un système qui, justement, il crée constamment des nouveaux circuits. Il y a cette neuroplasticité qui nous permet de comprendre que rien n'est figé. D'accord. Et dans tout ça, finalement, qu'est-ce qu'une coach en neurosciences et en neuroémotionnel? J'aime pas le mot coach. Ah, qu'est-ce que tu aimes comme mot alors? Quel mot tu préfères? J'aime pas le mot coach parce qu'il est très utilisé, galvaudé pour tout un tas de choses. Finalement, toi, tu fais quoi alors si tu n'aimes pas le mot coach? Moi, j'accompagne des personnes à un instant de leur vie où ils sont dans une forme de mal-être, où ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent vivre, n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent réaliser, ou qui n'arrivent pas à sortir de l'espace dans lequel ils sont, qui est malaisant pour eux. D'accord. Donc c'est juste des passages, on est là en passage, et du coup on accompagne des gens sur un passage, parce que depuis ton narratif, l'histoire que tu te racontes, tu peux pas avoir conscience de ce qui se joue. Parce que justement, c'est ce qui t'aide dans l'espace dans lequel tu es, à survivre. Si tu crois que les hommes sont mauvais, par exemple, si une femme, on va prendre l'exemple, si une femme pense que les hommes sont mauvais, il n'y a aucune raison qu'elle change de narratif. Si sa mère lui a dit, si elle a entendu sa grand-mère dire, si elle a entendu la voisine dire, si elle a entendu ensuite ses copines lui raconter, il y a quelque chose en elle qui est inscrit, c'est une croyance. Il n'y a aucun moyen qu'elle change de narratif seule. Et comme tes pensées créent ta réalité, là on n'est pas sur un truc de spirituel et autre, on est vraiment sur un schéma de dire, tu as nourri un système de croyances toute ta vie, qui a été nourri par ton éducation, tes rencontres, tes histoires. Et en fait, ce système, c'est le système qui te lead. C'est celui qui te fait avancer. C'est ton référentiel, c'est ton filtre. D'accord. Si tu regardes la vie en te disant que les hommes sont dangereux, qui te fera penser le contraire? Au contraire, ton cerveau va chercher à te donner la preuve que ce que tu penses est vrai. Et c'est là que tu interviens. Il faut quelqu'un pour ouvrir l'espace. Moi, c'est ce que toi, je dis, j'ouvre le champ, je te donne des nouvelles lunettes pour voir le monde différemment. Et je te laisse le choix de te dire, qu'est-ce que tu préfères voir? Est-ce que c'est pas agréable aussi de voir ça? Est-ce que, tu ramollis la pensée, tu ouvres le champ, et du coup, tu regardes. Et tu sèmes des graines. Ok. Tu dis, ok, on peut voir la vie comme ça, mais on peut aussi voir la vie comme ça. Et donc, du coup, le cerveau dit, ok, on peut voir ça. Est-ce que tu peux définir? Parce qu'on n'est pas scolaire. Ouais. Toi et moi, effectivement, des fois, on a un problème avec cela. Mais on n'est pas scolaire. C'est plus le côté. Pour toi, c'est quoi la différence entre neuroémotionnel et neurosciences? Alors, neuroémotionnel, ça va rajouter, on va sortir dans le fait de prendre en compte que le cerveau. On va aller dans l'émotionnel et on va aller dans le corps. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent, et il y a des très bonnes recherches là-dessus, et il y a des très belles personnes qui œuvrent, mais plutôt États-Unis, Canada aujourd'hui, ça arrive en France, sur la notion de fascia. Et on a observé qu'il y a une grande part des émotions qui sont logées dans nos fascias, et qu'en fait le corps se garde. Alors c'est biologiquement,
J'ai envie de regarder les gens qui sont plus biologiques que moi. Sans toi, allez. On a une couche entre la peau et le muscle où il y a une sorte de petites membranes blanches là, un peu dans la chair, dans la viande là. Okay. Et en fait, on a identifié que il y a beaucoup de tonalités, de charges émotionnelles qui sont logées là. Et du coup, je sais pas si vous avez regardé, il y a une méthode qui s'appelle la TRE. Et l'idée, il va s'agir de bouger pour libérer. Et quand on regarde nos histoires, dans nos histoires de vie ancestrales, on avait ces mouvements qui permettaient de la danse, les choses comme ça. Et moi, j'aime bien retourner au monde animal aussi. Quand un animal a eu très peur, souvent, on va le regarder, il va se mettre à trembler. Et on va pas comprendre. Mais en fait, il est en train de décharger la charge émotionnelle qu'il vient de vivre. Parce qu'en réalité, le trauma, il va se placer là. Le trauma, c'est justement une charge émotionnelle que j'ai ressentie à un moment donné et que je n'ai pas extériorisée. Je n'ai pas trouvé l'espace d'extérioriser. L'extériorisation va se faire par le mouvement. Donc, je peux trembler, je peux crier, je peux courir, je peux chanter, je peux pleurer, je peux danser. Ou par là, on parle aussi de de la température. Donc, il y a des températures froides qui vont favoriser l'extériorisation. Colère, tout ce qui va être les émotions qui sont plutôt en extérieur. Et on va avoir des températures froides, chaudes du coup, qui vont permettre d'extérioriser les émotions froides. Donc un bain chaud va permettre justement de pouvoir laisser le corps processer sur des émotions de tristesse, un spa, un hammam, un truc comme ça. Donc voilà. Ok. C'est très... Tu es là pour ça. Mais comment nourris-tu le bonheur d'être? Parce que c'est que ça nous tient à cœur ce côté-là. Le bonheur d'être avec les neuro-émotionnels, neurosciences. Le neuro-émotionnel, je vais remettre à ce qui est de doigt. On a beaucoup travaillé avec Roméo Cornal sur cette question. C'est d'ailleurs lui qui a mis en place le neuro-émotionnel sur la façon dont on l'utilise nous. C'est Roméo qui l'a mis en place. Et l'idée, c'est de poser que tout est juste. Alors ça peut, même des fois on se dit on est presque dans des courants philosophiques parfois, mais c'est posé vraiment par le fonctionnement du corps. Tout est juste. Et à partir du moment où tout est juste, on ne peut qu'aller vers cette quête de se dire que depuis cet espace-là, comment aller justement développer ce bonheur d'être. Okay. C'est quand tu es aligné avec toi que tu peux ensuite mieux faire et mieux avoir. Donc ton corps a toujours raison, c'est ça? Oui. Ok. J'ai la certitude de ça. Okay. Parce que ton corps parle mieux que toi. Il a filtré des choses que tu n'as pas encore, tu peux pas rationaliser, puisque c'est lui qui prend l'information pour te le monter au cerveau rationnel, à la part de ton cerveau rationnel. D'accord. Donc les neurosciences finalement ont conscientisé ce que ton corps savait toujours. Les neurosciences posent une science. Ils étudient c'est une science qui étudie le corps, et une fois qui étudie le cerveau. D'accord. Donc du coup, ouais. Ok. Et à quel moment tu as compris que le bonheur n'était pas un objectif, mais une façon d'habiter sa vie? Si tu es ok avec tout ce qui est, il y a peu de raisons que tu ne réalises pas tout ce que tu veux faire en fait. Okay. C'est-à-dire, comment t'expliquer? Comment je pourrais le poser? Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'habite. Il y a des choses qu'on peut pas éviter. On peut pas gérer l'inattendu. Tu vois, on peut pas, on peut pas gérer le temps qui passe. Le fait que le temps soit invariable. On peut pas gérer l'amour des autres. Okay. Donc le manque d'amour, on peut pas le gérer. Okay. Ça, c'est lié à la capacité de l'autre à nous donner ou à ne pas nous donner, tu vois. Il y a ces choses-là qui sont... C'est la vie qui œuvre. Mais sauf on est dans des systèmes de pensée qui voudraient nous faire penser qu'on a la maîtrise sur la vie qui passe, sur la vie qui œuvre avec nous. Donc si tu te libères de ça, tu te libères déjà de plein de pression à te dire que c'est quoi la vie? Oui. T'as une question? En fait, c'est-à-dire que tu peux continuer. Tu peux continuer, mais on ne en a pas. Ah ok, d'accord. Je t'ai vu lever comme ça. Alors attendez, j'en étais où? Mais ne fais pas, justement. On va poser la question. C'était quoi? Tu vas pouvoir redire. Tu peux poser la question. Est-ce que c'est pas la philosophie de l'instant présent? C'est... Qu'on a développé avec notre ami Jérôme. C'est vrai? Ok. Est-ce que c'est pas la philosophie de l'instant présent? Foncièrement oui, parce que tu es dans l'idée de te dire
que tu sais pas demain. Ok. Tu peux pas anticiper. J'ai tapé sur mon micro. Tu peux. Tout va bien. Je sais pas si j'ai envie. Ça, c'est moi, ok? Je vous ai C'est pas dit que parfait. j'avais plein de pathologies. C'est parfait. Alors, attends, on était où? On était au fait de... L'instant présent, c'est ça? Ouais. Mais oui, parce que, tu sais, j'ai un maître spirituel qui me partageait un jour. Quand tu vas te coucher le soir, fais ce mantra, et ce mantra va t'aider à tout effacer. Il va t'aider à effacer toute ta journée d'aujourd'hui pour te remettre dans une nouvelle journée demain. Ok. Et j'étais très ok avec l'idée de se dire, bon bah, si ça me permet d'effacer ce qui était pas cool, ok. Et il me dit non, faut tout effacer. Ce qui a été cool comme ce qui a pas été cool. Et là, j'étais un petit peu plus dans la résistance. Je me dis, pourquoi je vais effacer ce qui était cool? Mais il m'a dit parce que tu vas le prendre comme référentiel pour apprécier demain. Je lui dis, ah, c'était trop bien, j'ai passé une trop bien journée, il y avait ci, il y avait ça, et tout machin. Il me dit, non, le mantra, il va te permettre d'aller dans une nouvelle... Quand tu vas te réveiller demain matin, tu seras dans une nouvelle journée, et tu vas avoir, du coup, un esprit neuf pour regarder la journée dans ce qu'elle a à t'offrir. Et en vrai, c'est ça l'instant présent. Sauf qu'on est constamment habité de des attentes. Il faut que ça se passe comme ça. Sauf qu'on a à peu près la certitude que si on attend quelque chose, ça va jamais se passer comme on avait prévu. Bon, déception. Soit ce sera moins bien, soit ce sera mieux. Parfois, même dans le mieux, on peut ne pas voir le mieux. Parce qu'on était figé sur, non, il faut que ça se passe comme ça. J'ai prévu que ça se passe comme ça, qu'ils arrivent à telle heure, que machin arrive et que, ok. Et le truc ne se déroule pas comme tu as prévu et ça peut être un super moment. Mais en vrai, comme tu es déjà dans le futur de ce que tu avais déjà imaginé, t'es plus dans l'instant présent, donc tu passes à côté. Ok. Et si tu es dans avant, dans le regret de ce qui a été, pareil, tu ne peux pas apprécier l'ouverture de tout ce qui est. Ok. Donc en fait, oui, on est un petit peu peut-être dans cette notion de la culture de l'instant présent. Je peux solliciter les invités? Oui. Monsieur Instant Présent. Monsieur est venu pour apprécier un moment, finalement, on interpelle. Mais je sais pas si on peut les interpeller, peut-être qu'il peut compléter ou C'est un grand voilà. plaisir. Je sais pas. Si Monsieur Présent veut si bien Monsieur Instant participer. Présent a envie de participer, j'ai pas entendu quand tu en parlais du coup, donc. J'ai bien aimé ce que tu as dit. Je pense qu'il y a surtout aussi une composante de mémoire avec tout le système amygdalo-hippocampique qui joue beaucoup un rôle sur ça. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'études ces derniers temps qui associent et les systèmes de mémoire et puis l'émotionnel. Et c'est là où ça devient très intéressant, justement, la notion que tu développes. C'est ça. Parce que si je dois compléter, effectivement, peut-être pour qu'on ouvre, si tu as gardé qu'un élément était pas agréable, si on reprend l'exemple homme, les hommes sont mauvais, c'est inscrit dans toute ta biochimie, en fait. Et tout ton corps, du coup, tu vas jusqu'à créer une personnalité, ce qu'on appelle nous une personnalité aliénée, qui va constituer tout son pan de vie. Et donc, sa biochimie va devoir soutenir qu'un homme, c'est mauvais. Vous allez dire dangereux. Alors, dans les traumatismes, ça va encore plus loin, parce que ça amène à du frontal et puis à ce qu'il y a de plus animal chez nous. Mais c'est vrai, on peut aller loin dans ce débat. Tu le vois. En criminalité, d'ailleurs, c'est très intéressant cette partie des neurosciences. Donc, yes. Ok, il y a une question aussi par là. C'était Jérôme dans la maison. Exactement. Oui, parce qu'on le voit pas. Alors, c'était pas une question, mais c'était parce qu'on en avait discuté avec l'animateur qui est juste en face de moi. C'était l'idée, selon moi, que le passé ou le futur, ce sont juste des composantes du présent au final. En tout cas, dans notre manière de le vivre, c'est-à-dire que le passé, pour le sonder, on le sonde au présent, c'est-à-dire que c'est la mémoire, et le futur, c'est l'imagination. Donc au final, on essaie de refaire et de faire, mais est-ce qu'il ne faut pas juste Être. être? C'est ça le bonheur d'être.
Regarde, je vais peut-être pas répondre à la question, mais regarde quand tu reprends un livre. Moi, j'ai un livre, ça fait 15 ans que je le lis. Je ne le lis jamais de la même façon. Je me découvre même à lire des choses que je n'avais jamais vues avant. Je me dis, mais c'est incroyable, parce que je ne regarde plus la vie de la même façon. Donc, j'ai accès à des informations dans ce livre auxquelles je n'aurais jamais pu avoir accès parce que je n'arrivais pas à rentrer en tonalité avec. Donc, si tu parles de filtre, effectivement, ce que tu vas regarder depuis l'espace, depuis aujourd'hui, tu vas le regarder. Si tu regardes ta vie, moi, si tu regardes ma vie d'il y a 15 ans, bien évidemment, je vais la filtrer depuis ma vie d'aujourd'hui. Et si je veux me projeter dans 10 ans, je vais la regarder depuis la vie d'aujourd'hui. Mais est-ce que c'est intéressant pour moi de la regarder depuis la vie d'aujourd'hui? Parce que je ne connais pas encore 10 ans de ce que je veux projeter. Donc, tu vas le dérouler effectivement avec qui tu es aujourd'hui. Et si tu parles du bonheur d'être, c'est cette façon pour moi. En fait, du bonheur d'être, tu peux tout faire émerger. Il n'est pas temps, parce que pourquoi je parle souvent de ça? Parce qu'on voit une course au fer et on voit une course à l'avoir. Mais la course au fer et la course à l'avoir ne peut pas se faire sans le fait d'être déjà heureux avec qui tu es. Donc, tu es en pleine conscience et connaissance de qui tu es. Et tu l'as validé. Et ça, c'est OK, en fait. Si tu sais pas, et quand on dit qui tu es, ça peut paraître très philosophique, mais ne serait-ce que connaître le fonctionnement de son corps. Moi, c'est ce que, franchement, toutes les personnes que j'ai accompagnées, on arrive à ce point-là. Je leur dis, pour moi, quelle que soit la raison pour laquelle elles sont venues pour initier un cheminement avec moi, l'idée, c'est que quand on termine ce cheminement, elles aient un espace ouvert d'avoir plusieurs façons de regarder la vie. Et que de ça soit toujours quelque chose qui les ramène à qui elles sont. Il y a autant de personnes qu'il y a de façons d'être heureux, d'être. Mais ça veut dire que ça part de toi. Et depuis cet espace-là, oui, je peux aller faire et oui, je peux aller avoir. Je ne vois pas la vie dans aucun autre sens que ça, heureux. Ouais. J'ai peut-être une question qui va peut-être encore permettre de préciser ce que tu disais. C'est qu'est-ce qui, selon toi, empêche le plus souvent les personnes d'être heureux? Tu as commencé, mais peut-être une autre chose peut-être pour préciser. Leur système de croyance. Point. Merci beaucoup. C'était Laurence Salibur avec nous. Système de croyance. Anthony, on voit le générique. C'est vraiment franchement, ce qui nous rend le plus malheureux dans la vie, c'est ce qu'on croit. C'est jamais plus que ce que tu crois. Qu'est-ce qui fait que tu voudrais remettre en question le système de croyance? Que tu te sentes pas bien dans ce que tu crois. Et tu peux le changer. C'est difficile à matérialiser, mais il y a vraiment des switches qui se passent dans le corps. Tu sais, on a un protocole et on te propose de poser un événement que tu as mal vécu. Et forcément, l'événement, tu l'as mal vécu parce que tu l'as filtré par rapport à ton système de croyance. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça se fait, ça se fait pas. Quand on fait ça, ça veut dire ça. Quand on fait pas ça, ça veut dire si. Donc, tu as un système qui a filtré. Et du coup, ce que tu as ressenti te fait te sentir mal et donc te fait avoir vécu une expérience désagréable. Si j'arrive à te faire valider une autre façon d'avoir interprété ce que l'autre a fait qui t'a fait ressentir ça, ça switch ta biologie. Stop, Laurence. C'est pour quelle raison? Parce qu'on va venir dans d'autres questions après. C'est exprès. Il y a une question par là, vas-y, dis-moi. Oui, justement par rapport au système de croyance et au fait que si... Non, vas-y, système de croyance. Tu dis ça, et moi je comprends totalement, personnellement. Mais il y a des personnes, par exemple, qui vont te dire, je suis pauvre, je n'aime pas ma situation, je sais pourquoi, je suis toujours malheureux, donc au final... Est-ce que c'est par rapport à mon système ou est-ce que c'est juste ma situation que je suis en train de vivre et que c'est la douleur, quoi. Pourquoi la vie voudrait que tu sois que pauvre? Ça, je sais pas, c'est à la personne qu'il faut... Je pensais que tu voulais jouer le jeu. En fait, elle répondait à la pensée de la personne. Mais bien sûr, mais en fait... Attends. T'arrives dans une famille, tu reçois une éducation et on te dit, la vie, c'est un combat. D'accord? Toute ta vie, tu vas leader ta vie avec cette certitude et cette croyance que la vie est un combat. Et tu vas même avoir aucune raison d'en sortir parce que c'est ce qui fait ta fondation même de te raconter la vie.
Donc, en plus, tu vas mettre des schémas. Donc, on va parler des messages contraignants et des drivers que tu vas mettre en place, où tu vas te dire, il faut que je sois fort, il faut que je fasse des efforts, parce qu'en plus, alors il va falloir que j'ouvre des fenêtres, par exemple, pour mieux expliquer, mais on va rentrer dans des systèmes où ton corps va, ton cerveau, quand je dis ton corps, je prends vraiment tout le fonctionnement global de notre corps, il va entendre, par exemple, on prend cet exemple-là, il va entendre mes parents ont posé que dans notre écosystème à nous, la vie c'est un combat. Donc on va te donner une éducation pour perpétuellement te rappeler que la vie est un combat. On va tout le temps te demander de faire des efforts, on va tout le temps te demander de faire plus, on va te demander il faut être fort, il faut pas lâcher, il faut te mettre comme ça devant les gens, il faut pas laisser, on va te nourrir de ça. T'as pas d'autre façon de regarder la vie que ça. Comment tu fais pour avoir conscience de ça? C'est quand tu sens que c'est en train de détruire ta vie, que d'être toujours fort, que de toujours penser que la vie est un combat. Et pourquoi pour les autres la vie est pas un combat? Pourquoi Dieu, l'univers, on a dit qu'on parlait d'univers, c'est ça? Oui. Pourquoi Dieu, l'univers, la vie, quelle que soit l'essence même de ce que tu donnes pourquoi cette vie est cette vie? Pourquoi on est là, ok? Quelle que soit la façon dont tu vas définir ce truc-là. Donc le référentiel pour changer, ça serait la souffrance? Pourquoi on est addictif à la souffrance? Parce qu'on nous a bien posé un message où il fallait le rester. Parce que être le contraire serait dangereux. On est dans des instincts de survie. C'est-à-dire que si ton parent t'a dit que la vie est un combat, il va même créer un système d'éducation pour amplifier cette croyance-là. Il faut faire vite, faut toujours être fort, il faut toujours être dans la lutte montre que tu peines, montre que tu luttes. D'accord? Je suis sûre que ça va parler à plein de gens parce qu'en plus, dans nos éducations, nous, culturellement antillaises, on a vraiment favorisé ça. Parce qu'on a une histoire, parce qu'on a un passif, parce qu'on a tout ça. Mais comment sortir de la souffrance si la vie est un combat et que la souffrance est une donnée de la vie est un combat? Et si on ouvre le champ et on regarde que la vie n'est pas que ça? Donc il faut que quelqu'un en face dise que c'est possible. Tu peux pas te rencontrer seul. Ok. Tu peux pas te rencontrer seul. Ok. Tu dois avoir quelqu'un en face pour te rencontrer. Si tu peux pas te rencontrer seul. Ok. Les gens qui ont peur du couple, c'est pareil. Hein. Le couple, c'est le meilleur espace pour se rencontrer. Quand on n'est pas en accompagnement ou en thérapie, on peut pas se rencontrer seul. Faire miroir dans le couple, c'est ça? Mais même pas. C'est un écosystème où tu es le plus vulnérable devant quelqu'un d'autre qui est le plus vulnérable, et on doit construire et s'accorder pour grandir ensemble. Tu peux pas te voir être quelque chose si tu ne fais pas couple. Parce que quand tu es tout seul chez toi, il se passe pas grand chose. Ce que je dis aujourd'hui, j'adore l'idée de se dire que il y a des personnes qui ont envie de s'enfermer dans une grotte aujourd'hui parce qu'ils ont peur de la vie, de souffrir du monde. Mais quand tu es tout seul avec toi, tu grandis de quoi? Tu es avec toi-même et tu es né en lien avec personne. C'est très sécurisant. Mais c'est quand je vais rencontrer Eiwa. C'est quand je vais rencontrer Eiwa et on va interchanger ensemble. Et il va provoquer quelque chose chez moi. Je vais dire, mais je savais pas que... Je disais ça, que je faisais ça, que je réagissais comme ça. Ok. Ah, c'est venu chercher quelque chose. Ah ouais, tu vois. Ah, ou tu vas te dire, je pensais que j'avais dépassé ça, mais tu vas le dépasser tout seul dans ton livre. Parce que t'as compris. Mais comprendre, ça ne reste que comprendre. Il faut que j'aille dans la rencontre de la vie pour me dire, en fait, j'avais que compris, j'avais pas traversé, Tu vois, parce qu'avec Eiwa, il y a encore Je comprends. Laurence, est-ce que tu as dû te soigner toi d'abord ou soigner les autres? Je pense qu'il est très important de passer déjà par soi pour aller mieux comprendre. C'est important pour moi. Et oui, j'ai une histoire de vie qui m'a offert ça. Alors, j'ai toujours aimé l'humain et j'ai toujours aimé comprendre l'humain. Et c'est intéressant parce que quand j'ai fini le bac, je voulais faire de la psycho. Et à l'époque, c'était la procédure du Minitel. Ça vous donnera un petit peu mon âge. Et du coup... Oui. Et donc, il y avait le Minitel à l'époque. Il fallait faire la procédure Ravel, tu vois. Et au moment où je fais la procédure Ravel, il n'y a pas de place en fac de psycho à Paris. Et moi, je vais aller à Paris. Et du coup, je fais une année de droit. Je vous raconterai pas mon année de droit. Elle était magnifique à Pouilleul, n'est-ce pas? Et donc, du coup, l'année d'après, quand je fais mon orientation, je me dis non, je vais pas faire que psycho, je vais faire aussi sociaux. Et du coup, je suis acceptée en fac de sociaux. Je vais faire 5 années d'études en sociaux. Et je vais adorer le fait, justement, d'avoir cette potentialité-là, d'explorer la vie, le monde, à travers, tu vois, tous ces gens. Et tout le monde va me demander de me spécialiser. Et moi, je vais passer 5 ans à choisir une option. Chacune des options.
Ok. Sociologie du corps, sociologie du cinéma, sociologie de la photo, anthropo, ethno, sociologie du travail, sociologie de... J'ai voulu explorer tout ça parce que j'aime comprendre, j'aime déconstruire, reconstruire, et ensuite j'ai rajouté la psycho, et ensuite j'ai rajouté les neurosciences, et ensuite j'ai rajouté le neuroémotionnel. Ok. Et j'ai toujours aimé ça. Et donc pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'amène à ça? Oui, il y a un moment dans ma vie où je ne comprends pas pourquoi je vis quelque chose. Et ça me rend profondément triste, mais je n'arrive même pas à comprendre pourquoi ça me rend triste. Ok. Et j'en parle à mon médecin, et en vrai, ce jour-là, je m'effondre en larmes, et je lui dis, c'est vraiment compliqué pour moi, parce que j'ai la sensation de tout avoir dans ma vie, j'ai l'impression que tout va bien, que j'ai beaucoup de choses que plein de personnes n'ont pas. Mais il y a cette chose-là qui vient me préoccuper, me chercher au point de me rendre très triste, mais sans vraiment savoir pourquoi ça me rend triste. Et elle me dit, bah écoute, dans le bureau d'à côté, il y a une très bonne thérapeute, et je pense que vous allez suffisamment faire lien pour t'accompagner sur cette question-là. Et donc je débute avec elle. À l'époque, elle est relaxologue. Donc c'est on va dire, c'est la relaxologie, c'est la mère de la sophrologie qui va être beaucoup plus connue après. Et cette femme va m'aider à justement comprendre les mécanismes qui œuvrent en moi, le fonctionnement de mon corps et en quoi mon corps est mon meilleur allié. Là où parfois on a envie d'en faire un ennemi en fait. Et donc je vais commencer par ça. Et du coup je vais me regarder en face. Ça va être inconfortable du coup. Mais je vais comprendre beaucoup de choses. Et ensuite, quand je vais commencer l'école des neurosciences, il y aura l'impératif qu'on soit nous-mêmes accompagnés. Donc je vais continuer un travail. Et puis une fois que tu as goûté, tu ne veux plus t'arrêter. Parce qu'il n'y a pas de raison de rester à un espace qui ne te convient pas quand tu sais qu'il y a des professionnels qui peuvent t'aider à transcender. C'est très simple. Hein. Ok. En tout cas pour moi aujourd'hui. Ok. Donc finalement, tu avais des choses qui te parlaient sur l'humain. Oui. Ton parcours était cela. Et arrivé à un moment donné de ta vie, tu avais besoin d'aller peut-être un peu plus loin, de voir ce qui n'allait pas, et ça t'a amené finalement aux neurosciences. Ouais, c'est ça. Ok. C'est vrai. Ok. J'ai découvert, je voulais aller plus loin dans l'approche d'accompagnement. J'ai toujours eu des métiers autour de l'accompagnement. Et je voulais aller plus loin dans l'accompagnement, vraiment comprendre ce qui se passe, les mécanismes en back-office, si on peut les appeler comme ça. Et je vais trouver une école avec vraiment une famille à l'époque. C'est plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. Oui. Et ils vont avoir cette première approche qu'il y a une dizaine d'années, on avait des neurosciences. C'est plus celle qu'on a aujourd'hui, parce que comme je te dis, ça évolue très vite. Mais à l'époque, déjà, je comprends qu'est-ce qu'un message contraignant, je comprends qu'est-ce qu'une croyance, qu'est-ce qu'une pensée, je comprends qu'est-ce qu'un cerveau, je comprends qu'est-ce qu'un système nerveux. On fait des approches en EFT, je découvre l'hypnose. Tu vois, je vais aller explorer ces champs jusqu'à, aujourd'hui, comme tu disais, être plutôt d'un point de vue neuroémotionnel qui englobe les émotions, le corps, tout ton corps au service de ta vie. Ok, merci. Il y a une question? C'est quoi le point culminant de la rencontre avec soi? Se foutre la paix. Je crois vraiment que c'était ma plus belle révélation. Vraiment, se foutre la paix. Tu sais, quand tu comprends le mécanisme du corps humain, tu comprends qu'il œuvre toujours pour toi. Il n'est jamais contre toi. Sauf qu'on nous raconte constamment qu'on a un corps contre nous, qu'on n'est pas assez courageux, qu'on n'est pas assez déterminé, qu'on ne fait pas assez preuve de volonté, que si c'est pas facile, c'est que c'est toi qui le rends difficile. Okay, et j'ai compris à un moment, quand j'ai compris mon corps humain, dans son fonctionnement biologique, qu'il y a des choses qui ne sont pas de ma faute. En fait, ils sont de mon fait parce que mon corps a identifié un danger suffisamment puissant pour m'empêcher de mourir. C'est jamais plus que ça. Okay. Donc en vrai, quand je me regarde faire, je me dis, ok, déjà là, tu sais, le premier programme qu'on a créé en Guadeloupe avec Roméo, c'était il y a 5-6 ans aujourd'hui, on l'a appelé Déculpabiliser. J'appelle Roméo un jour et je lui dis, franchement, j'en peux plus de voir sur les réseaux des coachs qui essaient d'expliquer aux gens qu'il manque de volonté, il faut qu'ils fassent ci, c'est juste une question de t'es pas assez organisé dans ta vie, t'as pas... Tu vois, je dis, attendez. Donc on évite tout système qui protège. Et ce jour-là, franchement, j'étais au bout de ma vie, j'en ai pleuré. C'était un coach qui expliquait à une femme qu'elle manquait juste de courage, c'est pour ça qu'elle n'avait pas encore quitté son compagnon qui la trompait depuis 10 ans. Et on était en ligne, c'est-à-dire que c'est un coaching en ligne. Okay. Et
Et il est en train de dire ça à cette femme, en fait. Et cette femme explose en larmes devant je sais pas combien de personnes connectées. Et il lui dit non, tu sais, il commence à faire les coachings à l'américaine. Non, tu manques de volonté et tout. Il faut juste te faire un petit peu preuve de courage. Tu fais tes valises et tu pars et tout. Il dit attendez, ça fait 10 ans que cette femme, elle est là. Il y a un moment où on n'est pas sur du courage, en fait. On est sur des mécanismes qui font que son corps sait que là, elle meurt pas. Mais qui pense que dehors, il y aurait plein de raisons qu'elle meure. Et ce sont des raisons qui nous échappent. C'est en lien avec sa vie. Tu fais un petit coucou à ce coach? J'ai signé de ne pas le citer. Roméo le cite beaucoup plus facilement que moi. Mais il y en a plein aujourd'hui. Tu sais, tu vois, c'est ce que je dis souvent aux gens, les gens qui viennent à ma rencontre pour travailler, je leur dis, si vous cherchez un coach à l'américaine, d'office, c'est pas moi. J'envoie personne dans le mur. Oui, tu vas être dans un système, on sait le faire, tu vas monter un truc, tu vas le prendre, 3 semaines après, tu es épuisé, tu es à terre. Les gens reviennent de certains groupements et organismes, ils viennent me voir, ils sont 10 fois plus bas. Tu sais, c'est ce qu'on en parlait avec une amie psychologue. C'est pas du développement personnel, c'est du développement impersonnel. On veut ramener tout le monde dans un même truc, il faut que tout le monde aille vers le même sens, il faut que tout le monde tout le monde veut de l'argent, devenir un super entrepreneur de machin, tout le monde veut... Enfin, il y a des trucs qui font... Ok, le bonheur d'être... Qu'est-ce que je veux vivre, moi? Tu sais, mère au foyer, c'est une super mission de vie. Si c'est accordé à tout ce qui fait sens dans ta vie, pourquoi on veut enlever aux femmes ça? Si c'est, tu vois? Ouais, complètement. Elle s'épanouit là-dedans, elle est heureuse là-dedans, ses valeurs, son moteur intrinsèque de vie est là-dedans. Pourquoi on veut lui enlever ça? C'est vrai. Je trouve qu'au-delà du fait que ça nous emmène tous dans la même direction, je trouve que le danger de ce genre de coach, et même de personnes en général qui veulent nous conseiller en nous disant, en nous parlant de discipline, de l'organisation, de ceci, cela, le courage, mais en fait, ils nous mettent face à des montagnes. Et on va passer toute notre vie à regarder la montagne en se disant, bon... Elle est énorme. Si ton corps ne veut pas aller quelque part parce qu'il te protège, il n'ira jamais. Tu sais, la notion de courage, je dis toujours, le courage, c'est un concept. On est tous courageux là. Parce que vous avez tous déjà fait preuve de courage dans quelque chose. Tu es courageux d'être là. Je suis courageuse d'être là. Tu es courageux d'être là. Oui. Le courage, il est où? C'est parce qu'on se sent en sécurité. Notre système, là, il est en sécurité. Tu me demandes de faire autre chose. Je vais pas raconter l'histoire, mais quand mon ami regardera cette vidéo, il va rire. La semaine dernière, j'étais devant un truc ridicule et j'étais limite en crise de panique. Et j'étais en train de me dire, non mais what? Il n'y a rien à faire là. Mais mon système a identifié dans la chose à faire un truc où il a dit danger de mort. C'est pas moi. Dans son filtre à lui, ton corps, il est bien fait. Ton corps, son objectif, c'est que tu restes en vie. C'est que demain, tu te réveilles. Il n'est pas là pour dire, oui, est-ce que c'est bien? Est-ce que tu seras heureux? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est... Lui, il se dit, attends, est-ce qu'on peut se réveiller demain vivant? Donc, je me regarde faire et je me dis, mais il n'y a rien de dangereux là, Lolo. T'es mentalement, je me dis, mais il n'y a rien de dangereux. Et j'y arrive pas. Okay. J'arrive pas. Regardez, monter sur scène. Qui monte sur scène? C'est quelque chose qui est engageant. Et toi, tu montes sur scène, ça. Tu voudrais bien, hein? D'accord. Voilà, tu vois, justement, typiquement, tu vas te voir être courageux dans certaines choses de ta vie et tu vas te voir manquer de courage dans d'autres choses de ta vie. C'est bien que c'est pas un concept de je suis courageux ou je suis pas courageux. Est-ce que mon système nerveux se sent en sécurité d'eux et en non-culpabilité d'eux? C'est les deux choses qui nous entravent. Okay. Je suis en sécurité, je fais lien. C'est ce que je dis toujours aux gens. Les êtres humains, on est là pour faire lien. Tu vois, on est là, on a créé un espace et on fait lien. Si j'étais comme ça, j'aurais été en résistance et peut-être que vous m'auriez trouvé timide, réservée, contrainte. Il n'est pas tant que je sois une personne timide, il est que l'environnement donné là m'insécurise. Mon système est en train de se dire, la dernière fois que j'ai vécu ça, il s'est passé ça, et puis ça s'est terminé comme ça, et puis finalement je me suis fait ridiculiser, et puis le ridicule, ça m'a ramené à l'idée de être ridicule, ça pourrait m'amener à la mort. C'est un fonctionnement, tu vois. Je vois très bien. Et là, tu te sens super bien avec Seiba. Moi, je me sens totalement bien avec vous, franchement. J'aime beaucoup des marketing.
Tu peux faire un placement de produit aussi. Hein. Oh. Tu te situes où là exactement? Ben, on se situe au Le Zav Studio. Dire On va te laisser, C'est on va laisser coupé? place à ta Attends, question. Et Bah, tu peux boire de l'eau pendant. Ah, oui. ok, super. vas-y. C'est pour moi. Ok, tu vas? Juste après. Ça me fait sourire. Ok, mais je sais que tu as déjà un peu répondu à la question, mais Dis-moi. encore pour aller plus profondément, comment ça a changé ton rapport avec toi-même? Se foutre la paix, mais est-ce qu'il y a autre chose? C'était Les neuroémotionnels, Ah. les neurosciences. mon rapport à... Non, vraiment, me foutre la paix dans ma capacité à faire, justement, à ne pas faire, à avoir, ne pas avoir, et juste à être dans l'idée que déjà être, savourer la vie, voir la vie. En fait, t'as un spectre plus large. Ok. C'est-à-dire que tu comprends que ton système, quand il est en sécurité, il peut à peu près tout faire. Donc tu sors d'une forme de jugement normatif, c'est bien, c'est pas bien. Il y a un jeu qu'on fait avec Roméo, on va dans les deux extrêmes. Donc, qu'est-ce que gentil, méchant, Ok. par exemple, tu vois. Et l'idée pour nous avec le neuroémotionnel, c'est d'ouvrir. C'est de se dire que la liberté, tu vois, le concept de liberté, c'est s'autoriser, c'est se donner l'autorisation de choisir. Ok. Donc en fait, ma liberté va se poser dans mon autorisation à choisir si je veux être gentille ou méchante dans un contexte donné, à un moment donné. Et ça, ben, ça ouvre un spectre. Parce qu'en fait, pourquoi je pourrais être gentille et pourquoi je pourrais être méchante, c'est dans le fait que ça puisse être dans le sens de ce que je veux vivre, D'accord. mais pas dans le sens de ce que la société va définir de si c'est bien ou pas bien. Ok, donc c'est questionner les deux extrêmes pour voir finalement ce que toi tu veux. C'est de te vivre en sécurité, dans un sentiment de sécurité dans les deux extrêmes. Parce que parfois, tu vois là, si je dis ça tout de suite, on va dire « Attends, dans quelles conditions elle voudrait être méchante ?» Genre, c'est pas bien d'être méchante. Il y a des fois, ça va te servir d'être méchant dans ta vie. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas été méchants. Tu vois? Je comprends. Parce qu'il y avait un conditionnement qui répondait à leur instinct de survie de dire je risque plus que de mourir à être méchant, tu vois, que de laisser l'autre prendre là. Donc la personne va mourir et parce que bah, dans l'interaction, elle a son corps a choisi que rester gentil était en fait, devenir méchant serait plus mortuaire que ce qu'elle était en train de vivre factuellement, en fait. Tu vois. Qui était déjà mortuaire. Ok. Qui était pour le coup vraiment. Mortuaire. Donc la liberté, elle va être là-dedans. Je vis une expérience, je me sens je me sens en sécurité de vivre, d'être gentille et d'être méchante. Et ensuite, je me dis, ok, si je peux m'offrir les deux et que les deux sont sécurisants, je peux choisir quelle réponse je veux apporter à l'expérience que je suis en train de vivre. Je saisis bien. Oui, je voulais poser la question parce que tout à l'heure, tu parlais du fait d'être assez contracté dans certaines situations, de trouver du courage. Mais quand parfois le corps, il dit non, et que je veux aller là, on fait quoi? Si ton corps dit non, moi j'irai regarder pourquoi il dit non. Avant d'essayer d'y aller. Il a une raison de te dire non. Il poserait pas un non il poserait pas un nom pour te poser un nom. S'il a identifié un nom, c'est qu'il est dans son filtre à lui. En plus, le pire, c'est que consciemment, c'est très peu compréhensible souvent. C'est pour ça qu'on a des comportements duels ou irrationnels. L'idée, là, je vous raconte, sans rentrer dans les détails, c'était rentrer dans l'eau alors qu'il faisait noir. J'ai pas peur de l'eau, j'ai pas peur du noir. Mais les deux ensemble m'ont ramené à un truc inconscient, je ne sais pas où. J'étais tétanisée. Je me dis là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et donc du coup, mentalement, je me parlais. Je me dis, mais attends, et donc la personne qui était avec moi me parlait aussi. Je me dis, mais c'est de l'eau. Mais il fait... Et ça, c'est exactement les phobies, c'est-à-dire que tu sais pas pourquoi tu as peur, mais ton corps indique que ça, c'est dangereux. Et le pire, c'est que c'est peut-être même pas l'objet. C'est une tonalité que ton cerveau fait en lien avec ça, en fait. Donc, c'est peut-être pas l'eau, c'est peut-être pas... Il y a tout un tas de circonstances qui font que ce moment-là Est-ce que tu es rentré dans le... Oui. Ah. Eh bien, c'est intéressant. Tu sais pourquoi je suis rentrée dans l'eau? Parce qu'on a fait de la cohérence. C'est-à-dire que je suis rentrée dans... on s'est synchronisé les corps et du coup j'ai commencé à redescendre et ensuite j'ai été par palier. C'est-à-dire que j'ai mis un pied dans l'eau, j'ai mis un deuxième, mais je suis restée à un moment là-dedans dans un état qui n'était pas agréable pour moi. Donc tu peux choisir de vivre l'expérience, tu peux choisir de dépasser ce que tu es en train de vivre, mais avec l'idée de comprendre ce que tu es en train de vivre. Tu n'es pas dans du frontal où tu rentres et puis tu te bouleverses et puis tu bouleverses ton système. Il va résister, le corps va résister. Mais comment il va te le remettre en retour de flamme, ça tu ne sais pas.
Ça, en fait. Peut-être que ton corps te signale la présence d'un prédateur comme un barracuda. Tu vois un peu dans l'eau noire, là, un peu. je saurais. Mais il y avait, tu vois, au moment où ton inconscient filtre, tu sais pas ce qu'il est en train de voir. Tu sais juste que c'est irrationnel, en fait. J'ai pas peur de l'eau est à hauteur, j'ai pas peur du noir. Je me dis, mais mon corps a filtré quelque chose. Et se foutre la paix, c'est aussi ça, hein. Ça peut être juste d'accueillir qu'il n'y a pas à se montrer surinvesti ou surhomme ou surcourageux de quelque chose, juste déjà d'être dans l'écoute de ce qui se passe. Ok, là j'ai peur. Ma peur, elle n'est pas là pour rien. Ma peur, l'émotion de la peur est une émotion qui me donne un signal. Ton corps vient de filtrer quelque chose de dangereux. Est-ce que c'est un vrai, réel danger? Ça, je n'en sais rien. Mais je sais que là, il vient de me passer une information. Ok, c'est là que je pense qu'il y a la clé. Vas-y. Okay. Alors, moi, je ne sais pas si c'est tout à fait une question, mais c'est toujours dans l'idée de... t'es pas rentré dans... Enfin, tu avais peur de rentrer dans l'eau, donc tu as eu l'accompagnement, mais dans le fond, si tu n'avais pas eu la personne à côté et que c'était une question de vie ou de mort de rentrer dans l'eau, même si tu as peur, tu serais rentré. Ben, mon corps aurait choisi lequel est bon et le plus dangereux, lequel va me rapprocher plus vite de la mort. Et du coup, ce que je me dis, c'est qu'au final, on a plus peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, si... tu as quelqu'un derrière qui te pousse, il te dit vas-y, et que toi tu sais qu'on a plus peur de ce qu'on ne connaît pas et que tu y vas. Au final, tu as dépassé quelque chose. Si tu es dans ton mental, si tu y arrives, si tu es dans ton mental, alors je veux être sûre d'avoir compris ta question, c'est si je me persuade que c'est pas dangereux? Non, si tu sais que... Si tu sais oui, d'accord, j'ai compris ce le que tu ne concept. connais pas fait beaucoup Ok. plus peur que ce que tu sais. Ok, ça c'est conceptuel, ça va marcher s'il n'y a pas un trauma derrière. C'est-à-dire que tu peux être sur quelque chose qui, effectivement, c'est une nouveauté. Tu vas dire, oh, j'ai jamais fait ça. Ben, là, j'ai jamais fait ça dans ma vie. Tu vois, je me dis, ok, mais je connais pas. Et je sais que derrière, il y aura, c'est ça l'idée, hein, c'est de dire, oui, mais comme je connais pas derrière, c'est que ça va, il y a quelque chose de bien, ou il y a une sorte des sortes de petites pensées, voilà. Et voilà, il y a une sorte de petits trucs comme ça qui tournent. Ça, tu vas le faire s'il n'y a pas un trauma derrière. Donc, c'est-à-dire que ton corps va pas être dans une peur mortuaire, mais il va être juste dans le truc de dire, bah, c'est la nouveauté, il y a un petit stress, quoi. Tout ce qui est nouveau va poser un stress, ton corps doit s'adapter à une nouvelle façon de... C'est ce que je dis toujours, le stress, c'est pas que négatif, hein. Il te met en condition pour te dire, ok, on va vivre ça. Il va ouvrir tes poumons, il va placer une respiration différente, il va te rendre plus vigilant, parce que il va les décoder, il va dire, ok, il va se dire, ok, d'accord. S'il y a un trauma, tu vas pas. Ok, moi ce que je vois, c'est que en disant ce que tu dis, pour moi, ça peut être dangereux parce qu'il y a des gens qui ont peut-être des traumas ou pas et qui ont juste pas, qui ont le conditionnement, comme tu as dit au début, où ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas faire ça. Et en fait, ça, c'est peut-être leur trauma, qu'on leur a dit ça, mais en fait, ils le font et ils sont pas morts. Une fois que c'est fait, après, tu peux recommencer. Et j'ai envie de te dire, teste-le. Parce que de la même façon, ça peut être dangereux de penser comme tu penses qu'on pourrait penser, et voir tous ces gens qui, eux, n'y arrivent pas. Et se dire, mais pourquoi j'y arrive pas, moi? Et les autres, ils y arrivent. Tu vois, c'est-à-dire que l'idée de dire, oui, ne pas y aller, c'est toujours lié à toi. Et c'est pour ça que je dis, mieux te connaître va t'offrir justement le fait de pouvoir mieux percevoir ce que tu es en train de vivre. Quand je rentre pas dans l'eau, je sais ce qui est en train de se passer. Je suis pas en train de me faire du mal, à me juger, à me dire mais t'es pas courageuse, mais regarde la honte que tu vois. Je suis pas en train de me raconter ça. Je suis en train de me dire, Laurence, là, ton corps a filtré quelque chose qui t'effraie. C'est rien que ça. Je me dis, ok, et je peux décoder après. Je me dis, ok, je décode. Ok, c'est de l'eau, c'est ça. Est-ce que ça me ramène à un souvenir? Est-ce que j'ai pas toujours accès, mais je peux faire le travail de déconstruction, de me dire, ok, c'est pas... L'autre personne qui est avec moi essaye aussi à son niveau, et ça me dit, ok, il essaie de me rassurer, il essaie de me dire, est-ce que tu veux mettre déjà un pied? Est-ce que tu veux vraiment pas y aller? Sinon, c'est pas grave. Je ne me contrains pas à y aller à ce moment-là. Et pourquoi je devrais me contraindre maintenant? Je peux y retourner demain. Tu vois? Et pourquoi pas te dire, là, il n'y a aucun enjeu hyper... je suis pas dans un enjeu... Tu vois? C'est-à-dire que c'est comme si il y a une sorte de faux mot de dire, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, il faut absolument que je saute. Vas-y, regarde. Il y a ce côté-là quand même. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras pas après. Tu peux t'essayer dedans. En vrai, l'idée, c'est pas de te surprotéger de tout. Fais l'expérience, tu verras bien ce qui se passe. Et si tu vois que tu n'y arrives vraiment pas, il y a des personnes qui essayent de faire des choses depuis J'ai un client, il me dit, ça fait 5 ans qu'il essaie d'acheter une maison.
Il me dit à chaque fois, j'ai le compromis, tout se passe bien et j'y arrive pas. Il y a un moment où tu te dis, attends, le fait de ne pas y arriver, c'est peut-être en train de me donner l'information là que ça n'est pas que l'idée par juste le fait qu'il faut sauter et y aller. Il y a vraiment quelque chose en moi qui du coup me permet de rester en vie parce qu'il me tient éloigné de quelque chose dont mon corps est en surréaction et du coup est complètement tétanisé en fait. Je comprends la lecture, mais en vrai... Non, mais c'est juste pour dire que il faut avoir genre un équilibre dans le discours parce qu'en fait, c'est bien d'avoir peur et c'est bien de dire stop aussi quand de chercher quand tu as trop peur. Mais des fois, il faut y aller quand même parce qu'en fait, on a peur de mourir, mais on ne sait même pas comment on va mourir. Donc, c'est un truc sans fin, en fait. C'est ce que je voulais dire. Ouais, mais je comprends ce que tu dis. Mais tu dis dans l'autre sens, effectivement, c'est de prendre en compte les deux. Parce que je vois des gens aussi qui sont dépités de ne pas arriver à faire des choses parce qu'ils quand ils analysent, on va dire factuellement et consciemment qui ils sont, ils se disent c'est impossible que je n'y arrive pas. Pourquoi ça me met dans ces états-là? Pourquoi moi j'y arrive pas et que tout le monde y arrive? Et souvent c'est rien. Hein. Enfin, quand je dis c'est rien, moi je peux le voir depuis rien, mais pour lui dans son monde c'est tout. C'est tout. Mais justement par rapport à ce rapport à l'autre, comment ça a changé ton rapport à l'autre? Le domaine de neuro-émotionnel. Alors je dis un truc qui est assez... Plus je fais du neuro-émotionnel, plus je m'aime et plus j'aime l'humain. Ok. C'est vraiment... Moi, c'est ce que c'est venu m'ouvrir comme champ. Quand tu comprends que... tu sais, les intentions qu'on porte aux autres. Il a fait ça comme ci, il a fait ça pour ça, il a fait... Et tu comprends que... Je partageais la dernière fois sur l'idée de dire ne prenez rien de l'autre comme personnel. Tu sais, c'est un des quatre accords Toltec. Et je me dis, quand on a compris qu'est-ce qui peut faire quelqu'un avoir un comportement irrationnel ou duel, du coup, ça allège beaucoup dans nos liens à l'autre et dans l'amour qu'on peut porter à l'humain. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu as terminé de dire ce que tu as changé dans ton rapport à toi, à l'autre, pardon? Et je m'aime plus. Je m'aime plus tous les jours et j'aime plus l'humain tous les jours. Même celui qui veut te faire du mal, il a veut raison. te détruire. Il y a un truc chez lui qui fait que me vouloir du mal le met dans un état, lui, qui le rend... en sécurité de quelque chose, en survie de quelque chose. Donc, pourquoi quelqu'un me voudrait du mal? Mais ça veut dire que les neuro-émotionnels, les neurosciences, font que, si on donne un exemple, pendant que tu es à terre et qu'on te saigne des coups, tu continues à aimer la personne. Alors ça risque pas de m'arriver. Parce que je n'ai pas la croyance que quelqu'un va à ce point me mettre à terre et me rouler des coups, tu vois. Ça veut dire que ça, on dit que ça amène à être amour. En tout cas, moi, dans ma vie, c'est vraiment ce que ça vient ouvrir plus grand encore comme champ. Ok. Parce que quand tu as compris pourquoi un être humain agit d'une certaine façon, je pense pas qu'un être humain arrive sur cette terre foncièrement méchant ou mauvais. En tout cas, du point de vue que je regarde la vie, c'est pas une croyance que j'ai envie de nourrir, en fait. C'est pas une croyance que je choisis pour nourrir ma vie. Je comprends. Donc, si quelqu'un arrive à un moment où... Je te donne un exemple. Quand je suis revenue en Guadeloupe, tout le monde m'a dit, tu verras, ça va être hyper compliqué, les gens seront contre toi, les gens c'est les uns contre les autres, et tout machin. C'est pas une croyance que je nourris. Je n'ai eu que des opportunités portées par les gens. Et en tout cas, dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rencontré personne qui est venu me mettre des bâtons dans mes roues. Ok. Tu vois? Mais tu vois, cette notion de nourrir les croyances et qui crée ta réalité, ça me pose la question à savoir, est-ce que tu fais la connexion entre l'esprit et la neuroscience? Alors, on est dans un champ invisible, mais qui rencontre le... Moi, j'aime bien penser... Vas-y. Mais ça, c'est complètement lié à qui je suis. Justement, c'est ça qu'on veut. Depuis que je comprends le corps, je comprends mieux l'invisible, avec tout ce qui est partie mécanique quantique, et je comprends mieux tout ce qui est porté dans le champ spirituel. Donc alors l'esprit, c'est encore autre chose, hein, c'est tout ce qui va être en lien avec les pensées, l'imaginaire, c'est ce truc auquel on n'a pas vraiment accès, et puis du coup qui va venir expliquer, enfin, les deux vont se nourrir en fait. Okay. Mais pour moi, les neurosciences sont vraiment venues poser dans ma vie une plus grande compréhension de la vie. Ok, donc une grande conscience de la vie finalement. Complètement. Ok.
Il y a une question, je pense. Oui. Mais justement, comment tu fais le lien entre les neurosciences et l'énergie? Je pensais qu'on avait un mec pour ça, mais finalement. Un mec pourquoi? Non, vas-y, je t'en Ah, ok. Comment je fais le lien entre neurosciences et énergie dans l'idée... Non, vas-y, tu continues. Non, j'essaie de chercher ma réponse en fait, Prends le temps, structurer ma réponse. Comment je fais le lien Je entre... me permets de Dis-moi. rajouter, parce que Tu précises. moi, ma phrase de mon année, c'est que j'obtiens ce que je vibre. Ok, oui, ok, dans ce sens-là. Exactement. Ok. Peut-être que ça te... Il s'appelle Iwa, du coup. Voilà. Merci, ouais. Si on parle d'un champ qui nous dépasse, c'est ça l'énergie pour toi, hein. C'est tout ce qui œuvre autour de nous et tout ce qui... Par exemple, on va poser que le cerveau communique par quelque chose qui est en Wi-Fi. Donc effectivement, les énergies œuvrent. On va parler de neuroception, de nos cardioceptions, des choses qui ne sont pas palpables dans la matière. Tu sais, c'est comme on dit, on a 5 sens. C'est pas dire, ah mais non, on en a 11, parce qu'il y a des choses qui sont proprioception, dont on ne va pas parler. Et il y a des choses qui vont forcément être liées par ce qui se passe autour de nous, mais dont on capte pas. Je sais pas... c'est quand on va dire l'intuition qui va être posée avant, tu sais, ton cœur va aller capter avant ton cerveau ce qui est en train de se passer dans l'espace, par exemple. Donc effectivement, on peut faire le lien comme ça. J'aurais voulu ouvrir plus, mais j'ai pas accès là à la structuration de ce que je voudrais te dire. Mais vous en pensez quelque chose, monsieur le neurologue? Je vous vois pensif. En fait, de ce que je peux transcrire de ta pensée, ou de ce que tu connais, c'est comme si tu disais, en rapport avec ce qu'il a dit, que l'énergie, c'est ce qui dépasse le corps. Oui. C'est l'immatériel. Et en fait, le corps est le côté qui capte l'immatériel. Ensuite, le corps va t'envoyer un signal que après, c'est ton champ mental qui va traiter. Et on l'espère bien le traiter, en fonction des conditionnements ou non. Pour rebondir de manière biologique, c'est l'homéostasie en fait. C'est énergie intérieure versus énergie ce qu'il a senti. Ouais. Après, c'est clair que le cerveau, et puis ça tu l'as dit au début, en parlant du nerf vagal qui n'est pas seul, mais dans le système nerveux autonome, où il y a beaucoup d'influence sur cet équilibre d'énergie, justement. Sur ce qui va être capté, qui en réalité, lui... n'est pas perçu. Voilà, tu vois. Ouais, et c'est ça qui est subtil. Donc, si on parle d'énergie dans ce sens-là, c'est-à-dire que ton corps va capter des choses qu'il va, lui, traiter, mais auxquelles ta part rationnelle n'a pas accès. Et des fois, il ne pourra jamais y avoir accès. Parce que il n'a pas conscience d'eux, ou il n'a pas... Mais ce serait une façon de rentrer dans un début de ce qu'on finalement on partage, ça voudrait dire qu'on n'est pas qu'un conditionnement, on n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'énergie, on est un peu tout cela. Et comment on connaît-tu qu'une personne, à moins que je t'ai... Ça va? Tu veux compléter? En fait, ouais, je voulais compléter parce que Ludivine a dit quelque chose tout à l'heure. J'ai l'impression que ta vision, peut-être tu me dis si je me trompe, ta vision des neurosciences est très basée sur le ressenti personnel, sur la vision très intrapersonnelle de l'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et peut-être que, alors bon, c'est mon ressenti depuis que je t'entends depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a peut-être une certaine abstraction de ce qui est autour, pour justement amener l'individu à se concentrer sur soi-même et à arriver à un état d'équilibre. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je perçois, moi, en t'écoutant. Est-ce qu'on peut le reformuler, que je sois sûre d'avoir compris, du coup? Ludivine disait, par exemple, tu te retrouves face à l'eau et le noir et que tu n'oses pas rentrer. Ouais. Et elle disait que dans la vie, tu as plein de situations comme celle-ci où tu peux t'écouter et te dire « je vais pas rentrer », mais des fois, tu es obligé de rentrer ou alors tu es quand même poussé à rentrer. Et... moi, ce que je retiens en t'écoutant depuis tout à l'heure, c'est que tu as une vision très intrapersonnelle de l'individu dans ta pratique des neurosciences, du neuro-émotionnel,
et qui laisse un peu l'environnement extérieur de côté pour se focaliser sur la personne et sur son expérience individuelle. Ok, je comprends mieux, d'accord. Enfin, j'ai mieux recontextualisé. C'est toujours, pour moi, c'est l'expérience que tu vas vivre va toujours partir de ce que tu ressens. Et effectivement, si c'est ton ressenti qui crée l'expérience, c'est important de savoir comment tu fonctionnes et pourquoi tel ressenti est aujourd'hui associé à ça et tel autre ressenti est aussi associé à ça. Et effectivement, si tu comprends que un événement, c'est un événement et un événement devient une expérience quand tu vas rajouter événement plus ressenti associé. Et c'est là que la vie va prendre sens parce qu'on va tous vivre le même événement, mais on ne va pas en avoir la même expérience. Et l'expérience va se créer de ce que tu as ressenti. Et ton ressenti donc va créer la façon dont tu vas filtrer la vie. Ok. Donc en fait, l'environnement extérieur est révélateur de ce qui se passe à l'intérieur. C'est toi, toujours. C'est ce que je dis, rien de ce qui se passe n'est important. Ce qui est important, c'est ce que je ressens. Ok. C'est ce qui va filtrer ta vie en vrai. Tu prends la même, je fais souvent l'exemple, tu prends le même événement, on va tous le partager, on ne va pas vivre la même expérience. Parce qu'on est déjà en train de vivre la chose au regard du fil de ce que chacun a eu jusqu'à l'instant là de vivre maintenant. Donc forcément, rien de ce qui se passe n'est important. Ce qui est important, c'est ce que je ressens. Et si tu changes ton ressenti associé à ce que tu vis, l'expérience est différente. Je comprends. Comment reconnais-tu qu'une personne est en train de rallumer sa lumière pendant un de tes accompagnements? Il y a un corps qui parle, ça c'est évident. Ouais. je le vois dans le cheminement. Ce sont des femmes qui, déjà dans la façon de se présenter au monde est différente. Ok. Vraiment. Okay. Le corps n'est plus du tout dans la même façon de se présenter au monde. Okay. Alors, est-ce que c'est ce que tu appelles allumer la lumière? Rallumer la lumière. Rallumer la lumière. Ça va être aussi, tu sais, ces phrases type, en fait. J'avais jamais fait ça avant. J'aurais jamais cru que j'aurais pu faire ça un jour. J'ai fait un truc, j'ai pas compris. L'ancienne moi n'aurait jamais fait ça. Tu sais, c'est des choses comme ça où tu te dis, ok, elle a switché quelque chose. Et toujours l'idée, je suis pas là pour dire à quelqu'un si c'est bien ou si c'est pas bien. Je suis pas là pour lui dire fais comme ci ou fais comme ça. Je suis là pour lui faire justement se recentrer sur ce qu'elle ressent et est-ce que c'est agréable pour elle le chemin qu'elle est en train d'entreprendre. C'est comme ça qu'on rallume. Si c'est ça que tu entends par rallumer la lumière. Ah oui. Ouais, ok. Et est-ce que tu as eu une expérience, un accompagnement qui t'a marqué particulièrement? Qui me marque. Dans ce rallumage de lumière. Quand j'ai fait mon école il y a une dizaine d'années, il y avait on avait genre une sorte de, je sais plus comment ça s'appelait, mais il y avait genre pas les 10 commandements, mais genre tu sais un checkpoint et il y avait un checkpoint, c'était être fan de ses clients. Enfin, je le dis comme ça parce que j'ai plus le mot en tête. Okay. En fait, toutes les personnes que j'accompagne, ce sont des humains et je leur vois dans leur capacité à transcender ces choses-là et je me dis, waouh, à chaque fois je suis en admiration de leur capacité à partir d'un point A et à aller vers un point B, au-delà de tout ce que ça a pu leur demander de vivre. Et moi, à chaque fois, je leur dis, je suis complètement fan. Je sais pas comment. Si tu pouvais avoir accès au nombre de choses auxquelles les gens peuvent vivre et peuvent nous raconter. Okay. Et je me dis, il y a des gens qui ont des vies vraiment, qui ont été des vies qu'on pourrait définir de pas évidentes, et tu les vois transcender comme ça, il y a dans cette force de vie, se dire ok, on y va, et je regarde, et je libère ce dont je n'ai plus besoin, et je vais vers ce que je veux vivre. Moi, à chaque fois, je suis fan. Je les garderai toutes. Tu sais, des fois, je me dis, je ferai un building avec les compétences de chacune de ces personnes parce que pour moi, elles sont extraordinaires. Donc en clair, c'est quand, pendant ton accompagnement à la fin, tu vois qu'il y a un changement, qu'il soit dit ou qu'il soit vécu ou vu sous le corps. Déjà, elles arrivent à faire ces choses pour lesquelles elles étaient venues, qu'elles n'arrivaient pas à faire. Okay. Elles arrivent à vivre ces choses et puis elles retournent tous à cet amour. Tu sais ce que tu dis, que tu te présentes différemment à la vie. Il y a une part de toi que tu te fous la paix en vrai. Et quand tu te fous la paix, donc tu t'aimes. Et quand tu t'aimes, du coup, tu te présentes au monde de façon différente et tu rentres en lien avec la vie de façon différente. Laurence, est-ce que tu peux... Laurent. Oui. Est-ce que tu peux donner des conseils pour briller? Des conseils
pour briller. Waouh! Comment on fait ça? Anthony. C'est quoi briller? C'est quoi briller pour toi? Là, j'ai envie de le prendre comme l'idée d'être qui on est et de faire tout ce qu'on a envie de faire. Ce serait ça, briller? Ok, alors est-ce que tu as des conseils dans ce sens? Se foutre la paix. Je pense que Et ça sera le mot de la fin. Ok. La pression, là. Yeah. Wow. Ok. Avant même de briller, parce que je ne sais pas ce qu'on entend derrière briller, la connotation qu'on peut y mettre et autres, je dis toujours, si vous avez envie de vivre quelque chose et que vous n'y arrivez pas encore, ou si vous avez envie de ne plus vivre quelque chose et que vous n'arrivez pas encore, ne restez pas seul depuis l'espace depuis lequel vous êtes en train de vivre ça. Il y a plein de façons aujourd'hui de comprendre ce qu'on vit, de comprendre pourquoi on le vit, de libérer ce qui nous entrave et de transcender vers quelque chose qui nous permet d'accéder à un espace depuis lequel on pourra, si tu veux reprendre ton mot, briller de tout l'éclat de qui on est en fait. Si on est dans sa lumière à soi et de briller depuis là. Pour moi, ça c'est très important. Je pense que constamment, je vais le répéter, il y a le neuroémotionnel certes, mais il y a plein d'autres façons. Pour moi, la base déjà, c'est de ne pas rester seul et de ne pas rester dans un espace où on pense que déjà tout est déjà fini. Tu rencontres des enfants à 15 ans qui pensent que tout est déjà fini. Tu rencontres des ados de 19-20 ans qui pensent que... Tu rencontres des femmes de 40 ans, des femmes de 60 ans qui pensent que la vie est... que que ce qu'elles sont en train de vivre là raconte qui elles sont, raconte tout ce qu'elles peuvent vivre encore pour la suite, avec l'idée de dire que rien ne peut bouger. Ah, je suis comme ça, ah, c'est comme ça, la vie a fait que ça, donc ça peut être que ça. Aujourd'hui, la science nous amène dans suffisamment d'espace et on comprend suffisamment de choses pour justement ne pas rester dans un état où on n'est pas bien là où on est en fait. Ok, donc c'était Laurence Salibu, coach, formatrice en neurosciences et neuro-émotionnelles, accompagnatrice dans la transformation de vie, mais aussi interprète, aussi danseuse. Donne-nous une casquette. J'avais reprendre une phrase pour citer ma sœur que j'embrasse profondément. C'est ma sœur d'amour. Elle dit une phrase, elle dit quand on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, elle répond demandez-nous plutôt ce qu'on ne fait pas. Et, et je crois que c'est un peu notre moteur de vie et ça fait partie peut-être aussi de l'essence de tout ce que je mets dans ce que je fais au quotidien. Tout ce qui nous appelle, on le fait. Donc effectivement, je danse, je chante. J'ai fait 10 ans de comédie musicale, donc je fais de la comédie. J'écris. Tu as chanté avec Kerry James? Oui, j'ai eu cette chance-là, ça t'a marqué. J'ai eu la chance de chanter Banlieusard avec Kerry James. C'était un très beau moment dans ma vie, franchement. J'étais fière. Ouais, non, j'ai fait plein de choses. Franchement, tu sais, tu vois, justement, si on rebondit, on a dit que c'était la fin, mais si on rebondit sur l'intervention de Ludivine, cet élan-là, quand tu te sens tu sais, quand tu es dans ce sentiment de sécurité à te dire, et pourquoi pas? T'es plus dans l'élan de dire et pourquoi pas que dans l'élan de te dire il va se passer un truc, tu vois, tu dis ça c'est challengeant, tu vois, j'ai jamais fait ça avant, mais et pourquoi pas? Il y a même un moment dans ma vie, je me disais tu dis oui à tout et tu vois après. Mais c'est moi, je suis dans l'exploration, je suis mon propre laboratoire à ce moment-là et je sais ce que je suis en train de dealer parce que c'est moi qui dis oui à tout. Tu veux faire ça? Oui. Tu veux oui. Et après, quand j'ai dit oui, j'ai dit attends, mais j'ai jamais fait ça avant. Tu veux être directrice artistique sur... Oui. Tu veux être coproductrice? Oui. Tu veux écrire mon truc de ma biographie pour... Tu veux t'attacher de presse? Oui. Tu veux faire un clip? Oui. Et tu te vois faire et tu te découvres faire et tu te dis ok, c'est ok en fait. Donc ça veut dire que tout est possible, on dit oui et on fera après. Dans un sentiment de sécurité et de non-culpabilité. C'est vraiment. Offre-toi de vivre la vie. Si tu te sens en sécurité de le faire, te dis ok, c'est comme gentil et méchant. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Je suis dans un élan où je choisis la progression. C'est vrai? On va clôturer. Il faut qu'on clôture? Vous êtes sûr? Vous voulez tous arrêter là? Oui, et c'était donc CIBA Podcast. Merci d'être Tu veux arrêter, Lulu? Il faut arrêter malheureusement.
Donc merci à vous tous, on peut s'applaudir. Venez Et expliquer que je suis jingle. bavarde. C'est ça, c'est tout que je suis bavarde. C'est Au contraire, c'est qu'on- malheureusement c'est technique. Et on a C'est le temps. technique C'est ça, c'est le temps. Mais on n'a pas parlé de moi, les gars. Je voulais chanter, je voulais danser, je voulais parler de ma maman, de mon papa. S'il y a plus de batterie, on peut courir. Comment ça, il n'y a plus de batterie? Vous devez les prévoir.